grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Bonsoir fidèles auditeurs de Studio Tamani. Au Mali, il y aurait plus de 1600 enseignants-chercheurs. Ces derniers interviennent dans les domaines de la recherche biomédicale, pharmaceutique et agricole. Le développement économique et social d'un pays dépend aussi de la recherche scientifique. Ce secteur peu connu des Maliens a du mal à déployer tout son potentiel selon les acteurs. Il demeure confronté à certains défis. Quelles sont les difficultés auxquelles la recherche est confrontée au Mali? Comment la rendre plus compétitive? On en parle aujourd'hui avec Dr Souleymane Keita. Il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation ULSHB. Bonsoir Monsieur Keita. À ses côtés, professeur Isaka Sagara. Il est directeur de recherche à la faculté de pharmacie de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. Bonsoir professeur. Bonsoir. Nous avons Pierre Claver Bakoroba Traoré avec nous. Il est enseignant-chercheur également à la faculté des sciences techniques. Je suis Mariam Koulibaly et le débat sur comment se porte la recherche scientifique au Mali, c'est tout de suite. Le grand dialogue. La première question, nous allons l'adresser à M. Claver Bakoroba Traoré. Qu'est-ce qu'on appelle une recherche scientifique? C'est quoi une recherche scientifique? Bonsoir tout le monde. Merci de nous recevoir chez vous. La recherche, c'est en fait la quête de solutions à des problématiques qui sont posées, mais en utilisant des outils scientifiques. Si je veux donner une explication relativement simple à ça. Voilà. D'accord. Quels sont les domaines dans lesquels on intervient? Vous, étant chercheur, vous intervenez souvent? Moi, je suis plus dans le domaine de l'informatique. Dans mon cas spécifique, je ne dirais pas que je suis forcément bien implanté dans l'informatique parce que là, je suis aussi chef de division, d'éthique. Mais néanmoins, je peux dire que j'ai quand même des notions là-dessus parce que là, je travaille avec des gens, dans le cadre de mon boulot, je travaille avec des gens qui sont dans la recherche. Et par ailleurs aussi, ça c'est peut-être une chose que je vais ajouter à la présentation. Je suis aussi présentement le responsable de Maliren, qui est le réseau d'éducation et de recherche qui a pour ambition d'interconnecter les structures d'éducation et de recherche, justement afin de développer un système collaboratif pour l'atteinte de résultats en matière de recherche. D'accord. Et cette structure, est-ce que vous pouvez nous donner d'amples informations sur les objectifs? L'objectif principal, c'est ce qu'on appelle généralement, il y a un sigle pour ça, généralement c'est un sigle anglophone, qui est NREN, National Research and Education Network. Ça existe dans presque tous les pays, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de mettre en commun les ressources d'institutions qui décident d'utiliser en fait les outils informatiques, notamment les liaisons électroniques fiables, rapides et à bande large pour échanger des données. Qu'est-ce que ça pourrait apporter comme solution, comme avantage aux structures qui vont utiliser ce système-là? Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un monde interconnecté, un monde d'échange. Donc, cette possibilité de mettre en commun des ressources, cette possibilité de pouvoir échanger, permet de développer justement la connaissance. Je vous donne des exemples, juste pour illustrer. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, dans de nombreux pays, vous avez ce type de NREN qui permet justement non seulement d'interconnecter les institutions de recherche et les institutions d'enseignement au niveau national, mais les interconnecte aussi avec d'autres types de réseaux à travers le monde. Et là, nous, c'est vrai que Maliren, c'est un réseau national qui est en construction. Il n'est pas encore complètement opérationnel. Mais à terme, on doit se connecter au réseau régional qui est géré par une autre institution qui s'appelle WACREN, West and Central African Research and Education Network,
qui a pour... Ça, c'est le réseau régional qui a pour objectif justement de couvrir, en termes de réseau national de recherche et d'éducation, qui a pour objectif de couvrir la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes avec des experts. Il y aura des termes un peu compliqués ce soir. Alors, nous allons donner la parole à Dr Souleymane Keïta. Et comment fait-on de la recherche scientifique? Merci, Mme Koulibaly. La recherche scientifique, ça dépend de votre domaine d'intervention. Il y a le collègue qui a parlé tout de suite du monde informatique. Et vous, c'est quel domaine précisément? Moi, c'est le domaine de la philosophie, des sciences humaines. Du coup, j'interviens sur des thématiques variées, ce qui touche l'homme de façon générale. Les questions de violence, de viol, de genre, d'extrémisme, d'inégalité. Effectivement, c'est des sujets sur lesquels j'interviens beaucoup. Des questions de relations politiques, religion. Lorsque une thématique est posée, une problématique est soulevée, c'est à vous, chercheurs, de trouver des pistes, d'abord de compréhension de la problématique. Pas forcément d'apporter des solutions, mais d'abord comprendre le problème. Cette décision doit venir de vous déjà. La décision, en principe, vient d'abord du chercheur, parce que c'est vous qui avez un problème avec le sujet posé, avec la thématique posée. Alors, la question aussi la décision peut être suscitée par votre organisation. Dire, nous avons un sujet de recherche. Par exemple, l'extrémisme violent, qu'est-ce qui fait que des jeunes enfants de 20 ans, de 18 ans deviennent des djihadistes? Qu'est-ce qui l'explique? Quelle est la phénoménologie derrière? L'acte est visible, mais qu'est-ce qui l'explique? Donc, l'institution de formation peut décider de dire, bon, c'est un sujet. Nous vous demandons de réfléchir sur les raisons, les causes, les conséquences, etc. Ça tombe bien, vous êtes philosophe. Nous, généralement, quand on entend parler de recherche scientifique, on se dit, il y a un laboratoire à côté, il y aura des actifs, ou bien, si je me trompe, il y aura des actifs, il y aura ceci, cela. Mais vous, à votre niveau, comment ça se passe? Bien. Vous avez un laboratoire, comment vous partez sur le terrain, comment ça se passe? Il y a un laboratoire, effectivement. Dans notre faculté, il y a un laboratoire qui est fonctionnel aujourd'hui, qui s'appelle Société, Développement et Culture, SODEC, qui est fonctionnel. Donc, on n'est pas avec des instruments scientifiques. Oui. Effectivement, quand on parle de recherche, généralement, on pense, entre guillemets, aux sciences exactes. Même s'il n'y a pas de sciences exactes, on pense à la science expérimentale. On peut passer des expériences dans un laboratoire. Mais ça, c'est sur des matériaux physiques. Il y a aussi des études sur l'humain. Et l'humain ne fait pas objet d'expérience. Donc, on va sur le terrain, on mène des enquêtes et on tire les conclusions. Alors, professeur Issaka Sagara, vous, à votre niveau, dans vos laboratoires, comment vous procédez aux recherches? Comment est-ce que vous faites? D'abord, merci Mme Koulibaly et merci à Studio Tamani de nous avoir invités pour animer effectivement un débat important sur la recherche scientifique. Alors, comment nous menons la recherche scientifique? Comment mener la recherche scientifique est transversale. C'est un peu les méthodologies que chaque chercheur va utiliser. C'est ce que nous allons utiliser. Seulement, c'est les outils qui vont différer. Et c'est là en fonction des objectifs de cette recherche. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne nous, en tout cas moi, en ce qui me concerne, venant donc au niveau du Malaria Research and Training Center, donc qui est un centre de recherche et de formation sur le paludisme. Il est vrai que nous ne faisons pas seulement que la recherche sur le paludisme, mais nous sommes assez connus pour la recherche sur le paludisme. Et donc, ça, c'est effectivement un terrain de recherche pour lequel nous sommes connus, pas seulement au Mali, mais au-delà du Mali. Et on pourrait tout à fait évoquer. Donc, en tout cas, la recherche biomédicale pourrait être, surtout dans le domaine de santé, c'est ce que nous connaissons assez avec notre méthode spécifique pour atteindre les objectifs fixés.
Comment tout cela s'est fait? Vous êtes en équipe, vous êtes seul, vous partez en laboratoire? Nous, on ne s'y connaît pas au fait. Comment ça se passe? Alors d'abord, oui, c'est une très bonne question. Oui. D'abord, de manière générale, la recherche, c'est une question d'équipe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas individuelle. Ce n'est pas comme je me lève souvent, j'écris un roman et c'est fait. En matière de recherche, on est en équipe. Ça, c'est le principe général pour les recherches de manière générale, y compris la recherche biomédicale. Donc, certains de mes collègues ont déjà dit, pour qu'il y ait la recherche, donc ça peut venir des chercheurs ou enseignants-chercheurs, les thèmes peuvent venir d'eux. Alors, comme ça peut effectivement, comme il a dit, venir d'autres institutions et même du politique. C'est-à-dire, si je dis le politique, par exemple, le ministère de la Santé, puisque c'est biomédical qui, en tout cas là où j'évolue, voilà. Donc, peut aussi tout à fait vous dire, par exemple, nous avons un problème international qui se passe, alors les chercheurs, cherchons à comprendre qu'est-ce qui se passe. À titre d'exemple, vous savez que dans les années 2014, 15, 16, avec l'Ebola, ok, et Zika. Donc, quand ces virus ont commencé à venir et à faire assez de... Voilà. Et donc, le ministère de la Santé a sollicité notre institution pour initier une recherche pour voir la circulation de ces virus au Mali. Et nous avons fait un échantillonnage à travers tout le Mali et pour donner les résultats sur comprendre si les virus circulent ou pas au Mali. Nous avons donné ces résultats et c'était des résultats surprenants, enfin, en termes de trouvailles. Donc, juste pour vous dire que, voilà, le politique également peut dire si c'est un problème aigu, en faire la recherche. Maintenant, le chercheur, quand il y a dans les chercheurs, vous savez qu'il y a aussi, dans les universités, vous avez aussi ceux qui font des masters. Donc, ils doivent préparer des mémoires, par exemple. Ils font des sujets de recherche. Et ceux qui font également les doctorats, les PhD, et aussi, ils doivent trouver des sujets de recherche. Sans compter les chercheurs eux-mêmes, les enseignants-chercheurs eux-mêmes, pour diverses raisons, c'est même leur raison en grande partie d'être, donc trouvent des thèmes de recherche. Mais tout thème de recherche doit être pertinent et innovant. Parce que s'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de recherche. Il faut que, ça veut dire quoi? Il faut que ça soit différent, parce que c'est une innovation. S'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de recherche. Quelle que soit, l'innovation ne veut pas forcément dire d'aller inventer la lumière ou des choses fondamentales forcément. Ne serait-ce que pour résoudre un problème pratique qui se pose. Il faut que ça soit, ou comprendre un phénomène qui est là, qui localement au moins n'est pas compris pourquoi. Voilà. Par exemple, je prends un exemple simple, le VIH, ok? Voilà, tout le monde connaît le VIH, le problème. Mais maintenant, si le VIH, est-ce que c'est connu peut-être dans le milieu d'intérêt dont vous voulez étudier? Peut-être pas. Et donc, vous voyez que le thème lui-même n'est pas innovant en soi, mais il est innovant parce que dans la communauté, ce n'est pas assez caractérisé ou connu. Donc, ça doit être innovant et pertinent. Ça doit être pertinent également parce qu'il faut que la communauté, je vais dire, dans laquelle vous voulez faire l'étude, cette étude soit utile pour la pertinence. Donc, il faut ces deux éléments voilà, pour la recherche, au moins. Monsieur Bako Traoré, et quelles sont les structures qui supervisent la recherche scientifique au Mali? Bon, à ma connaissance, je n'aurai pas la prétention de dire que je les connais toutes, mais bon, je sais par exemple que le Centre national de CNRST, je crois, est déjà assez relativement bien placé par rapport à ça. Mais bon, on a d'autres centres de recherche aussi assez proéminents. Hein. Vous avez par exemple l'INSP, l'ex-INRSP. Vous avez justement le centre d'où vient professeur Isaka. Il y a quand même un certain nombre d'institutions au Mali qui sont impliquées dans la recherche. Et par exemple, nous, je parlais tantôt de Maliren parce qu'on a quand même des institutions membres comme par exemple l'IER, le LCV,
le CRLD qui fait la recherche sur le centre de recherche de lutte contre la drépanocytose qui est à Point G. Donc, mais je pense qu'au niveau officiel, à ma connaissance, c'est la structure officielle qui existe, c'est le CNRST. Mais bon, je dirais que mes collègues pourront peut-être donner plus de précision par rapport à cela. Oui, on dit qu'il y aurait plus de 1600 chercheurs au Mali. Est-ce qu'il y en a autant, selon vous? Ah oui, je pense, oui. Parce que bon, je le dis, par exemple, je suis de l'Université des sciences, des techniques et des technologies. Bon, déjà là, je sais qu'aux dernières nouvelles, on était pratiquement au moins 700 ou plus. Je ne maîtrise pas vraiment les statistiques, mais déjà à ce niveau-là, il y en a. Mon collègue ici présent de l'ULSHB, ils ont certainement pas mal de chercheurs aussi. Et de la même façon, dans les autres institutions, comme par exemple l'Université des sciences sociales et de gestion ou l'Université de Ségou. Docteur Souleymane Keïta, vous avez une idée du nombre de chercheurs au Mali? Alors, donner un chiffre, c'est compliqué parce que tous les enseignants du supérieur ont les titres de chercheurs. Maintenant, est-ce que tous font de la recherche? Ça, c'est difficile à dire. Il y a ce que le professeur a dit, effectivement, il y a des unités de recherche, il y a des équipes de recherche sur des domaines divers et variés. Mais on ne peut pas donner des chiffres exacts. On connaît les chiffres d'enseignants, d'enseignants-chercheurs. Est-ce que tout ce chiffre fait de la recherche? C'est pas sûr. Quels sont les domaines dans lesquels on fait plus de recherche au Mali? On fait de la recherche un peu dans tous les domaines, parce que ce que mes deux collègues viennent de dire, c'est dans leur domaine respectif. Dans le mien, ce qui concerne les sciences sociales et sciences humaines, il y a énormément de publications, de plus en plus. Il y en a beaucoup, pour différentes raisons. Il y a d'abord des raisons personnelles. Il faut faire un certain nombre de publications pour évoluer en grade. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule façon d'évoluer. On a une idée du nombre, par exemple? Le nombre de parutions à faire pour passer en grade supérieur? Alors, pour les maîtres assistants, pour passer de maître assistant à maître de conférence, bon, on va aller sur la base du CAMES d'abord. Chez nous, il y a un moment, on n'avait pratiquement pas de candidats au CAMES. Mais depuis à peu près entre 8 et 10 ans, il y a de plus en plus d'engouement pour le CAMES. C'est vrai qu'il y a la CNLA ici, au niveau local, mais les gens vont de plus en plus vers le CAMES. À un moment, c'était exclusivement du domaine des médecins. C'est les médecins qu'on voyait aller au CAMES. D'assistant à maître assistant au CAMES, il faut avoir 4 publications. Moins. Par an? Non, sur une durée possible. Vous évoluez tous les 3 ans. Tous les 3 ans révolus, vous évoluez. Pour passer de maître assistant à maître de conférence, il faut 10 publications sur les 3 ans. Ainsi de suite. Donc, il y a une raison personnelle. Si je vais évoluer dans ma carrière, je vais grimper, je suis condamné à faire de la recherche et à publier mes résultats. Là, c'est personnel, fondamentalement. Donc, de plus en plus, les gens y vont. Professeur Issaka Sagara, selon vous, dans quel domaine il y a plus de chercheurs au Mali? Dans le domaine de la santé, de l'agriculture ou bien de la recherche biomédicale? Selon vous, il y a plus de chercheurs dans quel domaine au Mali? Alors, je ne sais pas si répondre comme ça sans avoir les statistiques, c'est difficile à dire. C'est-à-dire en termes de nombre, et dire alors il y a plus ici qu'ici, sans avoir les statistiques devant nous, et surtout dans le domaine agricole. Par exemple, je sais que l'IR, par exemple, fait de la recherche. Alors, le nombre qui est là, je ne suis pas sûr que tout de suite je suis outillé pour dire le nombre là-bas. Ça, ce n'est qu'au niveau de l'IR, mais certainement il y a d'autres institutions dans l'agriculture également qui font de recherche. Est-ce que le nombre est important? Avoir un nombre élevé de chercheurs, c'est ça que je veux dire. Bon, le nombre peut être important,
Mais il n'y a pas que le nombre. Donc voilà, c'est un peu ce que les recherches la produisent. Et les recherches ont pour objectif, vous savez, de changer les pratiques. C'est ça l'objectif ultime après. Et donc, puisque ça sert pour changer les pratiques. Donc, la question aussi, c'est maintenant, quelles sont les recherches qui ont été faites, qui ont par exemple changé les pratiques. Oui, c'est un peu ça qu'on pourra en parler. Oui. Et voilà, et dans les différents domaines, en tout cas la recherche biomédicale, c'est là où je peux dire, en l'occurrence pour la santé, effectivement ces différentes recherches font changer les pratiques, et surtout dans le domaine du paludisme où j'évolue essentiellement. D'accord. Voilà. Pierre Claver Bakoroba Traoré. Comment se porte le secteur, comment se porte le domaine de la recherche au Mali? Ok, bonne question et grande question. Je vais me hasarder à une réponse parce que bon là, vous savez, l'un des problèmes qu'on a souvent dans nos pays, c'est que les chiffres, nous n'avons pas tout à fait toujours des statistiques fiables. Mais ce que je peux me permettre de dire, c'est que une chose est là, il y a de bons chercheurs. Il y a vraiment de bonnes compétences qui existent. Mais maintenant, comment se porte la recherche? C'est toute une autre question. Parce que vous savez, il y a, au niveau international, il y a quand même je dirais, il y a un seuil qui est recommandé pour investir dans la recherche. Généralement, ça correspond à peu près à 1% du produit intérieur brut. Bon, si vous prenez le cas du Mali, par exemple, à ce que j'ai pu voir récemment, d'ailleurs, de 2010 à maintenant, il semble qu'il y a eu une diminution. J'étais en train de regarder un peu les chiffres. J'ai vu qu'en 2010, je crois que ça représentait 0,58%. En 2019, on était à 0,16%. Bon, je ne sais pas ce qui explique ça, mais bon, avec tous les problèmes par lesquels on passe. Donc, au regard de tout ça, je dirais, nous sommes un peu loin du compte. Mais on sait qu'il y a vraiment de bons chercheurs dans le pays et on sait qu'ils sont en train de produire des résultats. Il y a des publications, mon voisin de l'ULSHB vient de nous dire tout à l'heure que le nombre de publications est en hausse. Cela dénote en fait le domaine est prolifique, mais le domaine a besoin de moyens qui doivent être mis à sa disposition. Et je pense que pour dire que la recherche se porte bien, vraiment, il faut que ces moyens-là soient là pour qu'on voit un impact réel. Il y a des domaines comme les sciences biomédicales qui, on le constate, on en entend parler, même au niveau international, nous avons des sommités. Donc, mais il reste évident que la recherche se portera d'autant mieux qu'on en fait une priorité en matière d'investissement. Alors, M. Keïta, nous avons des bons chercheurs, mais on est loin du compte. Vous êtes du même avis que M. Traoré? Absolument, absolument du même avis. Vous savez, la problématique avait été posée en 2016 déjà, quand il y a eu les États généraux sur la recherche scientifique au Mali, parce qu'on a compris que nous sommes en retard. C'est pourquoi on a convoqué les États généraux. Effectivement, il avait été demandé qu'on investisse 1% des recettes fiscales. Mais il a raison de dire qu'on a régressé. Nous tournons autour de 0,20% à peu près. Nous n'avons pas encore les 0,5%. Alors, pour rehausser l'engouement, il faut créer de l'émulation. On ne peut pas faire de la recherche sans investissement. La recherche c'est un domaine suffisamment coûteux. Suffisamment coûteux. La recherche, elle est coûteuse. Elle a un coût. Si vous donnez à mon collègue médecin 10 millions pour qu'il fasse de la recherche sur le paludisme et qu'il donne les résultats, mais il n'aura même pas commencé. D'abord, les 10 millions sont finis. 10 millions, ça paraît beaucoup, mais dans le domaine de la recherche, c'est insignifiant. Donc, il faut investir de l'argent, créer de l'émulation, créer une saine compétition entre les chercheurs et
publier les résultats pour que la société puisse, parce que c'est le but, le professeur l'a dit, la société puisse s'accaparer des données de la recherche, s'approprier les données de la recherche. Autrement, ça n'a pas de sens. Professeur Sagara, l'accès au financement, vous pensez que c'est un réel défi pour les chercheurs maliens? Tout à fait. C'est un défi. Comme il a dit, d'abord, le niveau national, le financement est insuffisant, il l'a montré. Et ensuite, comme c'est insuffisant, vous savez que le chercheur lui-même doit être formé. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire l'enseignant-chercheur ou le chercheur doit être formé lui-même pour faire une recherche, parce qu'une recherche demande un protocole bien écrit. Et ça aussi, ça demande une formation. Donc, si vous n'avez pas cette formation de base, vous ne pouvez pas produire de bonnes recherches. Et donc, il a parlé de l'écriture scientifique. Et là aussi, il faut que... Ça, c'est déjà au niveau même du chercheur lui-même. Il doit être formé, même pour faire un article de qualité. Et avec comité de lecture, par exemple, qui est en tout cas désiré. Donc, ça également, il faut être formé. Donc, au niveau du chercheur même, au-delà de l'état t'a employé ou bien vous êtes établi, il faut une formation sur la méthodologie de la recherche et la rédaction scientifique. Et dans ce domaine également, il faut continuer à faire ce qu'on appelle les mises à jour de formation. Donc, tout ça demande des ressources aussi. Maintenant, et au-delà de ça, maintenant, la recherche elle-même pour son financement, comme il a dit, ça c'est encore la partie très coûteuse. Et donc là, ça nécessite également de financement. Et cela manque généralement chez nous. Et donc, si dans notre cas, par exemple, la plupart de nos activités de recherche, effectivement, on a la chance d'être compétitif. Et pour avoir les fonds internationaux et pour faire ces activités de recherche. Fonds internationaux, mais est-ce que cela ne joue pas sur l'indépendance de la recherche? Non, ça ne joue pas. Au contraire, ça peut renforcer la... C'est-à-dire, quand le chercheur est compétitif, il en a dit, le collègue, donc il peut tout à fait acquérir des fonds internationaux, comme aussi les fonds nationaux. Si demain, on met les fonds nationaux également, c'est parce qu'il n'y a pas les fonds nationaux en place qu'on applique pour les fonds internationaux. Et donc c'est ça. Mais s'il y en a, on va certainement appliquer pour les fonds nationaux également. Donc, mais est-ce qu'il y a déjà une politique de la recherche scientifique au Mali? Absolument, il y a une politique. Et voilà, mon collègue a cité par exemple le CNRST, qui est une institution avec pour objectif effectivement de développer l'aspect recherche scientifique au Mali. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'on a eu des initiatives également de créer des fonds nationaux, tels que FCRIT, conçu pour également dans cet ordre d'idées. Donc l'État fait quand même des efforts qu'il faut reconnaître, et nous sommes là ici pour dire qu'il y a encore d'efforts à faire. Parce que, effectivement, la recherche nécessite réellement plus d'investissement. C'est comme un peu, pour la santé, on dit, je crois, on demande par exemple, 15%, c'est ça, de budget qu'il faut mettre pour la santé. C'est beaucoup, non? Donc la recherche également, il y a un taux qu'il faut mettre pour que la recherche soit à un niveau. Et donc nous pensons que c'est encore davantage à faire au niveau pays. Alors, M. Pierre Claver Bakoroba Traoré, quelle a été la contribution des chercheurs maliens aux avancées de la science au Mali et dans le monde, si on peut le dire? Bon, la contribution, je parlerai plus sur ce que je connais un peu mieux, parce que bon, je parle parce que c'est des médecins, de tous ceux qui travaillent dans le domaine des sciences biomédicales. Et il y a juste une petite anecdote que j'ai. Je me rappelle qu'en 2012, quand il y a eu les troubles politiques ici, le coup d'État, il y a un Américain avec qui j'ai échangé. C'est par rapport au centre dont relève, où travaille entre autres le professeur Sagara, qui est à Point G. Et il m'a dit, Monsieur Traoré, vous savez, quand il y a eu le coup d'État, de par la politique même des États-Unis, nous avons arrêté tous les projets. Et si vous vous souvenez, il y avait le MCA, je crois, qui s'occupait des travaux à l'aéroport de Bamako, là, le Millennium Challenge, qui a été arrêté. Mais il dit, le
MRTC, le Malaria Research Training Center, nous n'avons pas voulu fermer parce que nous connaissons la valeur des scientifiques qui y sont. Et nous avons eu peur d'arrêter les financements parce que si nous fermons, peut-être qu'ils iront ailleurs. Donc, je pense que cette petite histoire vous en dit plus. Mais ça, c'est dans le domaine que je connais un peu. Mais je suis pratiquement sûr que mon voisin ici, Dr Keïta, très bien dans le domaine des sciences humaines, je lis, je glane un peu l'Internet. Je sais qu'il y a, par exemple, au niveau de l'Institut des sciences humaines, je crois, et j'ai constaté depuis quelques années, il y a beaucoup de publications. Et je sais que les Maliens ont la cote quand même. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on peut dire du pays, il y a quand même des bonnes individualités, je dirais, en termes de compétences techniques. Et personnellement, moi, d'ailleurs, c'est la chose qui m'émerveille même, je reconnais. Parce qu'on dit que c'est un pays pauvre, c'est un pays qui a autant de problèmes, mais vous êtes surpris par la qualité des gens. C'est-à-dire, vous découvrez qu'on a des têtes bien faites, si je peux le dire comme ça. On a des têtes bien faites. Ouais. Est-ce que vous avez constaté l'impact de vos recherches en sciences humaines sur les populations, sur les comportements, les attitudes des populations? Est-ce que vous avez senti que les recherches que vous faites ont eu un impact réel sur la vie de la nation? Merci. Alors, les recherches en sciences humaines ne fonctionnent pas de la même manière que dans les sciences, on va dire, pratiques. Comment ça marche chez vous? Par exemple, si le médecin explique comment on doit se comporter pour ne pas tomber malade, paludisme, diabète, etc., on peut adopter et voir sur le terrain tout de suite le résultat. Les sciences humaines, ça se passe autrement. Comment ça se passe? Je me rappelle, anecdote pour anecdote, on a un collègue qui a travaillé sur une question qu'on n'évoque pas très souvent, la question de l'esclavage dans la région de Caï, qui a produit un très bon document là-dessus et qui dit comment est-ce qu'on peut mettre fin à cette pratique en dédommageant de façon symbolique, je résume un peu de façon symbolique, les, entre guillemets, maîtres d'esclaves. Moi, tout de suite, je suis en train de travailler sur la question du viol en rapport avec la crise que notre pays traverse. Un sujet dont on ne parle pas. Vous voyez qu'on parle de villages pillés, on parle de civils et militaires tués, mais on ne parle pas du viol. En fait, c'est un silence. C'est comme si la pratique n'existe pas. Mais on sait que ça existe. De faire des communications sur la question. J'ai un ouvrage qui va paraître sur la question. Et ça n'a pas pour vocation tout de suite d'arrêter la pratique, mais d'alerter que ça existe. Maintenant, qu'est-ce que les politiques font des résultats de ces questions-là? Ça, ce n'est plus du ressort du chercheur. Le chercheur, dans notre domaine, sciences humaines, il alerte. Donc, il questionne. Il réveille. Ce n'est pas comme dans les sciences expérimentales. Voilà. Alors, professeur Sagara, comment est-ce que les politiques exploitent les résultats de vos recherches? Nous, effectivement, je crois que le docteur Keïta a dit que l'exploitation est relativement... La consommation, j'allais dire, est relativement beaucoup plus faite immédiatement dans notre domaine et surtout dans le domaine du paludisme. C'est-à-dire que nous, par exemple, le domaine de recherche sur le paludisme, nous faisons les recherches sur toutes les chaînes. Donc nous faisons, si vous voulez, ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Alors, du développement de vaccins, la compréhension de mécanismes du parasite, jusqu'au séquençage, etc. Des termes qu'il va falloir expliquer à nos auditeurs. Non, les auditeurs maintenant, vous savez, les auditeurs maintenant comprennent et arrivent à suivre ces éléments facilement. Et ensuite, il y a la recherche appliquée. Oui. Donc là, également opérationnelle. Donc nous sommes dans tous les domaines, mais pour faire simple, nous nous intervenons dans le domaine de diagnostic. Voilà. Faisons des recherches dans le domaine du diagnostic, dans le domaine de traitement et dans le domaine de prévention. Par exemple, un exemple concret, surtout que Mme Koulibaly, vous êtes femme, donc par exemple pour le paludisme, nos activités de recherche, pas seulement pour le Mali, dans la sous-région et au-delà. Donc nos activités de recherche, par exemple, ont permis
simplement l'utilisation d'un vieux médicament qu'on utilise, la SP, que vous avez souvent entendu, sulfadoxine, pyrimétamine. Quand les femmes tombent enceintes, ils prennent chaque mois jusqu'à l'accouchement. Okay? Donc cette stratégie a été développée chez nous et dont son utilisation, vous connaissez, elle est courante, elle continue et au-delà du Mali. Et le Mali est fier, les chercheurs maliens sont fiers d'y participer. C'est comme ça, je suis en train de dire, dans toutes les chaînes, y compris le diagnostic, les tests dont on parle, nous sommes intervenus, les médicaments que nous prenons pour soigner également quand quelqu'un tombe malade, nos activités de recherche, nos résultats ont concouru, le vaccin bien entendu, donc ça c'est des produits consommés au-delà du Mali, qui sont nos produits aussi de recherche pour lesquels le Malaria Research and Training Center a contribué, et comme a dit M. Traoré, mon collègue, nous avons une fierté. Et que ça, c'est quand même des fiertés qu'effectivement, au Mali, il y a des talents, en tout cas dans le domaine de recherche. Ça, on est d'accord relativement, quand tu regardes, le Mali, on peut dire qu'on a réellement des talents pour la recherche. Et relativement, quand vous comparez, si on se compare effectivement dans la sous-région. Ça, il faut être fier et reconnaître. Mais nous entendons dire souvent que les résultats dorment dans les tiroirs. Est-ce que ça, vous confirmez cela? Alors, ça, c'est un peu ce que, vous voyez, c'est un peu ce que le docteur Keita vient de dire. C'est-à-dire que tous les résultats, les applications ne sont pas forcément les ressorts directs, effectivement, du chercheur. Mais certaines applications sont directes. Et c'est ce que je suis en train de dire. Tout ce qui est aujourd'hui diagnostic, traitement, prévention, c'est des résultats de nos recherches qui sont consommés et tout de suite. Maintenant, il y a des recherches également dont on peut mieux faire. C'est-à-dire, comme il y a différents types de recherches, dont les recherches opérationnelles, certaines recherches ont abouti, ont montré que certaines manières de faire sont encore meilleures, mais qui peuvent ne pas encore être pratiquées. Donc ça peut exister et effectivement, il faut reconnaître également. Alors, Pierre Claver Bakaroba Traoré, est-ce qu'il arrive à ce que les chercheurs maliens collaborent avec d'autres chercheurs de la sous-région comme de l'étranger aussi? Oui, à ma connaissance, oui. Je pense que dans une question précédente, le professeur Sagara a dit qu'ils ont des financements internationaux. Et justement, moi, je voulais bondir sur tout ce qui a été dit. Quand vous avez dit que, quand vous avez posé la question de savoir si les résultats dorment dans les tiroirs, bon, une réponse a été donnée. Effectivement, le chercheur, il fait son travail. Maintenant, dans certains cas, c'est aux politiques de décider. Bon, mais il faut reconnaître aussi que les interactions entre les chercheurs peuvent être handicapées. C'est là qu'intervient, par exemple, ce que j'ai présenté initialement comme les réseaux d'éducation et de recherche. En fait, je voudrais juste prendre un petit temps pour expliquer quelque chose là-dessus. Voyez-vous, la particularité de ce type de réseau, c'est que c'est des réseaux dédiés à ce travail-là. Okay? C'est-à-dire, quand je dis dédiés, c'est des réseaux fermés qui sont censés faire ce travail. Ce que les opérateurs, généralement commerciaux, ne peuvent pas faire. Okay? On a des exemples d'applications. Par exemple, je sais que aujourd'hui, le MRTC ou ICER Mali, comme on dit, qui est un centre d'excellence en matière de recherche, c'est une autre appellation qu'on donne à l'infrastructure qui est à Point G. Ils ont, par exemple, un master de bioinformatique au niveau de la FST. De l'autre côté, vous savez, ils sont sur la rive gauche et la faculté des sciences est sur la rive droite. Un moment, un problème s'est posé. Le volume de données qu'ils produisent, ils aimeraient pouvoir y avoir accès par des liaisons électroniques. Mais malheureusement, les liaisons électroniques en place ne permettent pas qu'on puisse faire véhiculer tout ce volume-là. Et c'est là qu'il y a une pertinence pour un réseau d'éducation et de recherche. Donc, pour justement que les chercheurs puissent, je dirais, mutualiser, renforcer leur coopération, il est important que cette communication-là soit là. Okay? Donc, c'est des outils qui permettent justement de vulgariser et de faire connaître. Il y a certaines recherches qui ne sont pas connues parce que, tout simplement, elles n'ont pas été diffusées assez largement.
Mais quand il y a des outils de communication, des outils de vulgarisation des résultats, cela permet justement même d'aider le politique à appliquer. Docteur Souleymane Keïta, comment se passe la collaboration entre votre faculté et les autres facultés qui mènent des recherches également? Il y a des questions d'ordre interdisciplinaire. Vraiment, si je dois travailler, par exemple, sur la question de l'informatique, je vais voir la faculté de ce Traoré pour des questions pratiques. Si je dois travailler sur la question de la bioéthique, ce qui est enseigné chez nous, j'irai voir les médecins. Donc, la collaboration, elle existe à l'échelle nationale, elle existe à l'échelle sous-régionale, internationale. Parce que, généralement, c'est le professeur Sagara qui l'a dit en premier, disant qu'on évolue dans des équipes. Finalement, un chercheur doit faire partie d'un réseau de chercheurs qui ont à peu près les mêmes domaines de recherche, à peu près les mêmes intérêts. Et on peut avoir des questions transversales sur lesquelles plusieurs spécialistes peuvent intervenir. Donc, on ne peut pas évoluer dans la recherche en vase clos. C'est ce qui tue le chercheur et c'est ce qui tue la recherche. Donc, professeur Sagara, si je comprends bien, en recherche, il faut obligatoirement s'ouvrir aux autres chercheurs. Absolument. Il a bien dit, le docteur Keïta, vraiment, on ne peut travailler et survivre en réseau. Et c'est ça qui nourrit la recherche et en équipe. Mais dans ce domaine, est-ce qu'on ne craint pas la concurrence? Il n'y a pas de concurrence? C'est ça qui nourrit même et qui vous fait même vous donne une performance. Parce que le domaine de la science est évolutif. Donc, si vous êtes fermé, alors vous serez moins compétent. Et puis, vous n'allez pas donner de la qualité. C'est la matière même de recherche qui demande à être ouverte. C'est pour ça qu'on publie. Vous savez, publier, il a dit, c'est pour sa promotion, pour les carrières, mais il n'y a pas que ça. Ça permet également de savoir ce que vous faites et c'est en publiant que le chercheur peut concevoir un protocole de recherche. C'est en s'informant. Donc, vous comprenez. Donc, c'est tout ça, c'est dans le cadre du réseautage dont il parle là, y compris la publication là, c'est communiquer avec une autre équipe, un autre travail. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des résultats des autres chercheurs ou bien aller même jusqu'à achever le travail d'un autre chercheur? Ah oui, c'est comme un peu, c'est une continuité. Hein. C'est comme un peu, je vais dire, vous voyez, le gouvernement, on dit c'est une continuité de l'État. C'est la même chose dans la recherche. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai caricaturé en disant que toute recherche doit être innovative et pertinente. Ces deux éléments, c'est le minimum. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bâtit sur ce qui a été connu. Tu ajoutes une innovation, là, c'est bâtir sur ce qui a été d'abord connu. Donc, c'est ça que toi, tu vas voir ce que tu peux ajouter. C'est ça qui est l'innovation. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait quelque chose et c'est sur ça que vous allez bâtir. Alors, Pierre Claver Bakoraba Traoré, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la recherche scientifique au Mali puisse aller de l'avant, puisse avoir l'impact souhaité? Bon, de mon point de vue, je dirais qu'il faut réellement des ressources financières, notamment. Je sais qu'on a parlé du FCRIT ici, le Fonds pour la recherche qui a été créé en 2017, je crois. Et à l'époque, je crois qu'initialement, on prévoyait un montant de 2 milliards pour le FCRIT. Mais honnêtement, ce n'est pas grand-chose. Hein. Donc, je pense que pour qu'on puisse booster la recherche, il faut y mettre les moyens. Il faut y mettre les moyens. Aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques, vous avez des pays comme... globalement, hein, on dit qu'en 2023, 2022, 2023, la recherche, c'est à peu près 1700 milliards de dollars. Et sur ces 1700 milliards de dollars, les 10 premiers pays, ils prennent à peu près 80% de ce montant. Et vous prenez un pays comme les États-Unis, en tout cas les statistiques de 2022, je crois, ils sont à peu près à 660 milliards de dollars. Vous imaginez? La Chine vient après. Et vous avez des pays comme par exemple la Corée du Sud qui investissent presque 5% de leur produit intérieur brut dans la recherche. Donc on voit les résultats.
Vous avez Bell Auto Kia, Samsung, etc. Israël, c'est pareil. Ils sont, d'ailleurs, je pense qu'ils ont peut-être le taux le plus élevé. Ils sont à presque 6%. Ils sont pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons donner il faut des moyens. la parole à Dr Souleymane Keita. Vous êtes du même avis avec M. Traoré qu'il faut des moyens pour booster le secteur? On peut difficilement le contredire sur ce point-là. Évidemment, sans moyens, il n'y a pas de recherche. Sans moyens, pas de recherche. Ah oui, je confirme ce que mes deux prédécesseurs ont dit. Maintenant, quand les moyens sont mis, il faut y penser aussi l'environnement pour aussi faciliter la recherche. Je prends très rapidement un exemple. Chez nous, par exemple, il y a ce qu'on appelle une structure que l'université a créée pour gérer les fonds de recherche. Mais si tu es dans un environnement où les fonds de recherche doivent aller à ceux qui doivent aller au trésor ou au truc public, et après, pour que tu puisses conduire une recherche et donner un résultat, c'est presque impossible, en tout cas, d'atteindre les objectifs. Donc, si l'environnement est là, cela aussi peut faciliter également les activités de recherche. Alors, c'est la fin de ce débat. Le thème d'aujourd'hui, c'était comment se porte la recherche scientifique au Mali. Nos invités étaient Dr Souleymane Keita. Il est enseignant-chercheur à la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation ULSHB. Professeur Issaka Sagara, directeur de recherche à la Faculté de pharmacie de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. Pierre Claver Bakoroba Traoré, il est enseignant-chercheur également à la Faculté des sciences techniques. Je suis Mariam Koulibaly, j'ai eu à présenter cette émission qui a été réalisée par Imirana Kilo Maïga. À la technique, il y avait Ibrahim Sanogo et Mamadou Ouattara. Merci et à demain.